Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler de la convergence lithosphérique qui entraînera la collision continentale. Donc la collision continentale, on le sait depuis le collège maintenant, sera à l'origine de la formation des chaînes de montagnes et de l'élévation de l'altitude. On va donc aller observer des chaînes de montagnes que nous connaissons bien, en commençant par la chaîne himalayenne, la chaîne la plus haute du monde, puisque on peut retrouver plusieurs points culminants au-delà de 8 km d'altitude. Si on regarde cette chaîne himalayenne, ici, on voit bien que cette chaîne sépare l'Inde de la Chine, et on peut avoir la sensation que on retrouve une plaque entière qui est séparée d'une autre par cette chaîne de montagnes himalayenne. J'ai représenté ça ici. On peut déterminer une plaque indienne qui est séparée de l'Himalaya de la plaque eurasiatique. On va aller plus localement avec les Alpes. Donc on retrouve ici les Alpes françaises, suisses, italiennes et autrichiennes. Et on peut voir que cette chaîne alpine, on a la même sensation que tout à l'heure, que cette chaîne alpine va séparer une plaque ici plutôt italienne d'une autre plaque qui est là aussi la plaque eurasiatique. Donc on pourrait émettre l'hypothèse ici que les chaînes de montagnes se mettent en place par une collision entre deux continents. Nous allons, à travers différents arguments sur le terrain et des arguments mis en place en laboratoire, nous allons comprendre comment cette collision continentale va entraîner une élévation du relief. Donc la question est simple, comment se met en place une chaîne de montagnes? Nous allons repartir très longtemps en arrière pour expliquer la formation de l'Himalaya. Donc vous voyez sur cette figure, donc tirée de ce site internet sur la tectonique des plaques, l'état de la Terre il y a 90 millions d'années. On peut voir ici la plaque eurasiatique, la plaque africaine et l'Inde ici qui se cache en bas. Donc il y a 90 millions d'années, l'Inde était très largement séparée de la plaque eurasiatique de quelques milliers de kilomètres. On voit aussi que au nord de cette plaque indienne se trouve une zone de subduction marquée par ces figures. Qui dit subduction dit rapprochement entre deux plaques, et on voit que cette plaque indienne va remonter avec le temps. Alors, tout est relatif, j'attire votre attention ici, on est à 90 millions d'années, là 30 millions d'années, en plus, pour arriver à 60 millions d'années, c'est un phénomène qui est très lent. On est à l'échelle des temps géologiques. On voit que 10 millions d'années plus tard, l'océan qui était entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique a disparu, puisque on voit ici, avec cette subduction, cette figure de subduction en rouge, que les continents sont reliés l'un à l'autre. En fait, l'océan, à mesure que la subduction se faisait, a été piégé entre deux plaques continentales. Donc la plaque océanique a quasiment complètement disparu par subduction, et les continents de part et d'autre de cet océan vont donc entrer en collision. Et on voit à partir de 40 millions d'années que cette collision continentale continue, on continue d'avoir des forces de convergence, c'est-à-dire que mes continents se rapprochent les uns des autres, et cette force de convergence va entraîner une déformation sur une très grande échelle, qu'on soit à l'échelle locale, au niveau de l'Himalaya, mais aussi à plusieurs milliers de kilomètres plus au nord. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'Afrique remonte au fur et à mesure aussi sur la plaque eurasiatique au prix d'une subduction, et que cette subduction entraîne là aussi la fermeture de l'océan qu'il y avait en place auparavant. On voit donc aujourd'hui une zone géodynamique intensive avec des forces de convergence, et on va voir que ces forces de convergence vont avoir des conséquences directes sur les roches et sur la géologie du terrain. Donc tout d'abord, la subduction peut entraîner, comme on vient de voir, la fermeture d'un océan.
et entraîner de fait la collision des continents de part et d'autre, qui étaient de part et d'autre de cet océan. Sur cette figure, nous pouvons voir la lithosphère océanique qui entrait en subduction, et attachée à cette lithosphère océanique, on avait une lithosphère continentale. On voit bien ici les forces de convergence, c'est-à-dire que les deux continents vont se rapprocher l'un de l'autre, si bien qu'à un moment donné, lorsque l'océan, en tout cas la plaque lithosphérique océanique, est entrée en totale subduction, elle n'est plus là, on va avoir les deux continents qui vont se rencontrer et on va avoir une mise en place d'une structure géologique particulière puisque on va avoir des chevauchements, ici les chevauchements majeurs, on va avoir une racine crustale puisque la plaque continentale va commencer une légère subduction, mais elle ne pourra pas aller entièrement en subduction. On retrouve des ophiolites, donc des restes de l'ancienne lithosphère océanique. Bref, cette collision continentale va entraîner un chamboulement à toute échelle, ici, dans ma zone de subduction, dans ma zone de collision. Donc, on peut dire, grâce à ça, que les deux lithosphères continentales, qui ont une densité faible, et quasiment la même densité, mais bien plus faible que la sténosphère ou que la lithosphère océanique, comme la densité est plus faible que la sténosphère, on ne peut plus avoir de subduction. Puisqu'on l'a vu dans le cours précédent, c'est l'augmentation de la densité de la lithosphère océanique qui entraîne la subduction de cette lithosphère. Ici, la flottabilité est trop importante pour ma lithosphère continentale, elle ne peut pas rentrer en subduction. Ça veut donc dire que si ma collision continue, on va avoir, si ma convergence continue, pardon, nos roches vont forcément devoir entrer en collision et ceci va modifier la géométrie de mes deux continents qui sont entrés en collision. Alors, sur le terrain, maintenant, on va aller observer les chaînes de montagnes. On va constater un épaississement des structures avec une élévation du relief. On le sait bien, dans les chaînes de montagnes, par exemple quand vous allez au ski, on est en altitude élevée ou en haute altitude. Dans les Alpes, on va avoir des points culminants au-delà de 4000 mètres. Dans l'Himalaya, c'est le double par exemple. Maintenant, on va essayer d'aller voir à l'intérieur de cette chaîne de montagnes. C'est facile d'aller voir sur le terrain. Par contre, pour pouvoir aller voir à l'intérieur de cette chaîne de montagnes, voir en profondeur ce qu'il se passe, on est obligé de passer par la sismique. Comme nous l'avions vu pour les cours précédents, pour aller déterminer les différentes couches de l'écorce terrestre. Vous avez ici un profil sismique pris sous les Alpes occidentales et par des résonances sismiques, on va pouvoir mettre en place un schéma d'interprétation grâce à ce profil sismique. Et en faisant ce schéma d'interprétation, on peut voir que en profondeur, ma racine crustale des Alpes, donc là on est en croûte continentale, notre croûte continentale sous les Alpes va aller à une profondeur supérieure de 60 km. Or, nous savons que, en termes généraux, en moyenne, le mot qui délimite la plaque, la croûte continentale du manteau est située à 30 km, comme on peut le voir ici, à quelques kilomètres de ma chaîne de montagne. En plein milieu de la chaîne de montagne, on va constater ici une racine crustale, c'est-à-dire que ma croûte continentale va être beaucoup plus épaisse en profondeur. En gros, on peut prendre le parallèle avec un iceberg. Vous avez une partie immergée, une partie visible qui est de quelques kilomètres et vous allez avoir une partie immergée. Là, c'est un peu pareil. Vous avez une racine crustale qui va être plus épaisse. Donc, grâce à la sismique, on a découvert un épaississement en profondeur avec une racine crustale et le moho est repoussé plus en profondeur
qu'habituellement, environ 60 km sous les Alpes et jusqu'à 85 km sous l'Himalaya. C'est-à-dire que l'Himalaya, vous avez à peu près 8 km d'altitude et surtout 85 km de croûte continentale en profondeur. Donc vous allez avoir un épaississement des structures dans les zones de collision. Épaississement par le relief positif et un épaississement par la profondeur de la racine crustale. On va maintenant aller un peu plus sur le terrain et aller observer dans mes chaînes de montagne les déformations causées par cette chaîne de collision. Donc j'ai pris l'exemple ici de une photographie de Pierre Thomas de ce pli-faille que vous pouvez voir si vous vous baladez au-dessus du village de Bourdoisan. Cette magnifique falaise va surplomber ce village. Et elle est visible, ces plis-failles sont visibles à des centaines de mètres, voire des kilomètres. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on va avoir une collision entre deux croûtes continentales? On va voir une première partie en surface avec des failles. Les failles ici sont dites inverses. Contrairement à ce qu'on a vu dans notre zone de dorsale, lorsqu'il y avait un étirement de mes structures où on avait des failles normales. En chaîne de collision, on va avoir des failles inverses. Plus en profondeur, notre roche va être un tout petit peu plus déformable puisque on va avoir une augmentation légère de la chaleur. Ici, notre roche est plutôt cassante. Si j'ai une compression, à un moment donné, mes forces sont trop importantes pour se déformer, ça rompt, on a des failles. En profondeur, la chaleur est un tout petit peu plus supérieure, la croûte va être un peu plus déformable, donc on va avoir une mise en place de plis. Plus en profondeur, là c'est une pression un peu plus importante, notre roche va subir une augmentation de pression et de température, on va avoir un métamorphisme qui va se mettre en place. Si nous allons sur le terrain, nous pouvons rencontrer ce type de structure. On repère deux couches significatives, ici une couche ocre et ici une couche claire. On retrouve là la faille, bien visible, voilà, et on retrouve ici une caractéristique d'une faille inverse, c'est-à-dire qu'en temps normal, on devrait avoir une continuité ici sur cette couche repère qui est ocre. Or, ici, si nous suivons le plan de faille, nous voyons que le bloc de droite a surmonté le bloc de gauche avec une anormalité, c'est-à-dire que deux couches du même âge ne vont pas être à la même hauteur. Nous allons avoir une couche ici qui surmonte l'autre. On a un contact anormal au niveau de cette faille, on a une faille inverse, puisque les couches normales sont inversées. Donc si nous regardons cette figure interprétative de cette faille que nous voyons sur le terrain, nous voyons bien ici cette couche blanche qui représente la couche ocre ici, qui surmonte, donc tout le bloc va surmonter le bloc de gauche. Nous allons donc avoir une faille inverse. Vous voyez que cette faille inverse aura pour conséquence un raccourcissement de notre bloc total et un épaississement puisqu'on va gagner en altitude. Ici, on peut gagner ici quelques mètres sur ce plan de faille, mais à l'échelle de notre chaîne de montagne, on peut gagner des kilomètres d'altitude via des failles, si on a des très grandes failles. Donc, ce qu'on peut en dire ici, c'est qu'en surface, la déformation est cassante, on va retrouver des failles inverses. C'est une caractéristique, la présence de failles inverses, d'un domaine ou d'une zone de compression. Pour rappel, les failles normales, elles, étaient caractéristiques d'une zone d'extension. Autre caractéristique des zones de compression, ce sont l'observation
des plis. Voici un pli-faille de Saint-Rambert-en-Bugey dans l'Ain. On voit notre couche caractéristique ici, la couche qu'on va suivre, qui est pliée, plissée sur le terrain. Alors, j'attire votre attention, on a dit tout à l'heure que les plis devaient se retrouver un peu plus en profondeur. Cette fois-ci, là, c'est une falaise qui est peut-être à des centaines de mètres d'altitude. On est bien d'accord, c'est le jeu de l'érosion qui a fait que cette falaise soit maintenant visible à des centaines de mètres d'altitude. Et en plus, on avait dit tout à l'heure que dans un domaine de compression, on allait avoir des superpositions de certaines couches. Donc on va avoir aujourd'hui à quelques centaines, voire milliers de mètres d'altitude, des zones qui étaient précédemment un peu plus en profondeur. Si nous observons le schéma interprétatif ici, la figure interprétative, nous pouvons voir encore une fois que lorsqu'on va avoir un domaine de compression, on aura un raccourcissement de la zone, ici marqué avec cette flèche verte, et un épaississement vertical. Donc, d'un point de vue géométrique, notre domaine va se raccourcir et s'épaissir. On voit que lorsque vous deviez avoir des roches sédimentaires, par exemple, normalement nous avons 3 lits. Un lit marron, un lit jaune ici, et un autre lit marron. Dans cette zone de compression, on voit une déformation. Des plis se mettent en place et si la compression est trop importante, parfois des failles vont se mettre en place. Donc là, c'est le cas. On va avoir une déformation via compression et notre zone va se plier et à un moment donné, on peut avoir une rupture de notre roche, la mise en place d'une faille. Donc plus en profondeur, la déformation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un peu plus souple. On va observer des plis. Je vous propose l'observation d'une expérience qu'on peut faire en classe, une expérience qu'on peut retrouver sur YouTube sur ce lien, qu'un collègue a mis en place, et on va la commenter. Donc voici le montage. On va avoir un début de contrainte de convergence, donc une couche de craie blanche, rouge, blanche, rouge. Et si on compresse tout ça, on peut observer la formation de plis. On voit que nos couches vont se plier, se plisser les unes par rapport aux autres. Si on fait ce même montage, mais que nous tassons davantage la craie, puisque là c'est de la poudre de craie, ou on peut faire ça avec de la farine, on va tasser donc augmenter la résistance de notre montage. Voilà, des couches blanches, rouges, blanches, rouges, pour que ce soit bien visible. Lorsque notre milieu est plus dur, on va observer un comportement différent. Tout d'abord, on va avoir des plis qui se mettent et des failles ici présentes. Alors, petite erreur sur la vidéo, on ne va pas lui en vouloir, ce ne sont pas des failles normales, mais des failles inverses, puisque on voit ici la faille, une partie droite qui surmonte cette partie gauche. On devait normalement avoir des couches qui devaient être à la même hauteur, sauf que là on a des couches qui se superposent les unes aux autres. On est bien typiquement dans une zone de convergence. Vous voyez, c'est bien le fait de rapprocher, d'exercer une compression, de rapprocher les couches les unes des autres, qui fait qu'on a l'apparition de plis et de failles. Nous pouvons donc dire maintenant qu'en zone de collision, on va observer un raccourcissement horizontal de nos structures, marqué par les flèches vertes dans nos figures d'interprétation tout à l'heure, compensé par un épaississement vertical. Cet épaississement se fait par superposition des couches, soit par les plis, les déformations, soit par les failles inverses qui vont se faire surmonter des terrains qui ne devaient pas normalement l'être. Ceci est marqué par l'observation de failles inverses et donc de plis sur le terrain. Alors, on va faire encore plus dans le local puisque sous nos pieds dans le nord, on peut observer des terrains très faillés, très déformés.
Et c'est d'ailleurs ces failles et ces plis qui ont été à l'origine de la mise en place du charbon, vous l'avez vu l'année dernière en seconde, charbon qui a été piégé, donc formation du charbon ou de pétrole, hein, vous vous souvenez, avec des pièges, piégés par ces failles et par ces plis. Donc on est ici dans le nord et vous voyez des grandes failles, ici, des failles inverses et des plis. Donc ça veut dire que sous nos pieds, dans notre région, notre sol est plissé, faillé. Alors ça ne date pas d'hier, ce sont des déformations qui datent de plusieurs millions d'années, de l'Hercynien. C'était la grande chaîne de montagnes, aujourd'hui disparue à cause de l'érosion. Passons à l'échelle régionale. On retrouve un peu la même figure que tout à l'heure, une croûte continentale indienne, imaginez le continent indien, le Tibet avec la partie eurasiatique, et la partie indienne qui entre en subduction sous le plateau tibétain, et on avait dit que la croûte continentale ne pouvait pas entrer davantage en subduction puisque nous allons avoir un problème avec la densité de nos structures. Cependant, cette superposition des couches va entraîner la formation d'une racine crustale et vous voyez que la racine crustale ici est au-delà de 70 km, on peut même arriver à entre 80 et 90 km de profondeur en plein milieu de la chaîne himalayenne. On observe également toute une partie de chevauchement ici, une succession de failles inverses. Ces failles inverses, ici, vont littéralement découper la croûte continentale et se faire superposer différentes couches. Et cette superposition de différentes couches par les failles inverses sera à l'origine des reliefs qui dépasseront les 8000 km d'altitude. Si nous allons dans les Alpes françaises, cette fois-ci on va aller dans une échelle un peu plus petite, on va se recentrer à l'échelle du kilomètre. J'ai pris l'exemple ici du col du Lautaret, on peut voir un empilement de couches différentes et vous avez ici le schéma d'interprétation du paysage avec en jaune les couches du tertiaire, datant du tertiaire, en bleu celle datant du Jurassique, en vert celle du Crétacé, en violet celle du Trias. Si nous regardons l'échelle des temps géologiques, nous pouvons voir qu'en temps normal, vous savez que en géologie, les couches sédimentaires se déposent les unes au-dessus des autres, donc nous devrions avoir les terrains du Trias. Au-dessus des terrains du Trias, on devrait avoir les couches datant du Jurassique, au-dessus celles du Crétacé et au-dessus celles du Tertiaire. Or ici, ce n'est pas le cas. On va voir des couches du Jurassique être déposées sur des couches du Tertiaire, donc on a un terrain plus vieux sur du terrain plus jeune. On va avoir du Crétacé au-dessus du Jurassique, là encore c'est à l'envers, et on va avoir au-dessus de tout ça du Trias. C'est-à-dire qu'on va avoir une succession de terrains anormaux. Ça veut donc dire qu'on va avoir dans les chaînes de montagne ce qu'on appelle des nappes de charriage. On va avoir des grands blocs de roches, des grandes structures qui vont aller se superposer à d'autres structures qui sont normalement plus jeunes. Et c'est le cas ici. On va avoir un bloc du Trias qui va se superposer au bloc du Crétacé et on va avoir du Crétacé qui va aller se superposer au-dessus du Jurassique ou du Tertiaire. Ce sont des contacts anormaux. Donc à l'échelle du kilomètre, on va observer des contacts anormaux entre des couches sédimentaires, c'est-à-dire des couches qui ne devraient pas normalement se superposer puisque elles sont d'âge on a une inversion au niveau des âges. On va avoir la mise en place de nappes de charriage. Donc je rappelle, les nappes de charriage, ce sont des grands blocs qui vont aller glisser
sur d'autres structures d'âge supérieur. Et le seul moyen pour ces nappes de pouvoir glisser, c'est d'avoir une couche sédimentaire glissante qu'on appelle la couche savon. Ici, dans le domaine alpin, la couche savon est la couche de gypse qui est datée du Trias. C'est-à-dire que si vous compressez, et on peut faire l'expérience chez nous, vous mettez un glaçon sur un terrain glissant, par exemple, quelque chose qui est sur du liquide vaisselle. Si vous compressez, vous allez avoir votre glaçon ou vos roches qui vont glisser sur le liquide vaisselle. Et bien là, on considère que la couche de gypse est une couche savon, savonneuse, et des suites de la compression, toute la structure qu'il y a au-dessus de cette couche savonneuse va aller glisser sur des terrains qui sont normalement plus âgés. Ce sont les nappes de charriage. Si nous zoomons maintenant sur les roches, eh ben on peut voir que la déformation, elle est à l'échelle régionale, à l'échelle kilométrique dans le paysage, mais aussi à l'échelle des roches et des minéraux. Puisque on va avoir une augmentation de la pression et de la température du fait des contraintes, on va donc avoir un métamorphisme. La roche va modifier sa structure, éventuellement on va avoir un réarrangement des minéraux, voire un changement des minéraux, et c'est le cas dans les roches de la croûte continentale. On peut voir ici un gneiss, c'est-à-dire qu'on va avoir une foliation, on va avoir des plis, on retrouve des plis ici, et puis un débit folié. On appelle ça des roches foliées puisqu'elles sont compressées et elles vont toutes avoir une même direction, une même foliation. D'accord ? On voit ici une succession de bandes claires et de bandes sombres, on appelle ça une foliation. Si on regarde à l'échelle microscopique, nos minéraux, ben là c'est pareil, on va avoir une foliation, les minéraux seront écrasés et ils vont prendre une direction. Donc là on peut supposer que les contraintes sont de part et d'autre de cette roche, de ce minéral, pour avoir une foliation orientée perpendiculairement. Donc cette augmentation de pression et de température sera à l'origine d'un métamorphisme, on obtient des roches foliées ou schisteuses. Vous retrouverez les termes de micaschiste ou de gneiss. Donc ici, on peut retrouver dans le livre de première spécialité SVT Bordas 2019 cette interprétation. Vous avez des couches sédimentaires ici en 1 qui vont subir une compression. Cette première compression va déformer les strates avec des plis. Ensuite, puisque votre terrain va continuer de se déformer, certaines couches vont se superposer les unes aux autres. Donc en plus d'avoir une compression horizontale, on pourra avoir une compression verticale. Cette compression horizontale est en S0 et en S1, vous allez avoir une seconde compression plutôt verticale. On va donc avoir deux phénomènes qui se mettent en place, l'apparition de plis et ensuite une schistosité. On retrouvera du coup des terrains complètement déformés et des roches déformées, plissées et schistosées. Donc le schiste, ce sont des roches qui sont très métamorphisées, tellement métamorphisées qu'elles vont avoir une foliation très fine, voire cassante, comme de l'ardoise. L'ardoise, par exemple, est un schiste. Pour conclure, nous pouvons dire ici que dans les zones de collision, on va avoir l'affrontement de lithosphères de même densité, donc de lithosphère continentale de même densité, qui va conduire à l'épaississement crustal. Épaississement par l'apparition d'un relief, avec la superposition des couches, et épaississement en profondeur avec une racine crustale. L'épaisseur de la croûte, ici, résulte d'un raccourcissement, puisqu'on va avoir une compression, et d'un empilement des matériaux lithosphériques à l'origine des reliefs et d'une racine crustale. Le raccourcissement et l'empilement sont attestés sur le terrain par un ensemble de structures tectoniques qui vont déformer les roches, des plis, des failles inverses, des chevauchements et des nappes de charriage.
J'espère que vous avez bien compris l'intégralité de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a des zones d'ombre, je serai là pour y répondre. À bientôt!